Il est 30. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bernard-Marie. Bonjour, Louis. Superbe. Bienvenue à ce 23e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard-Marie, qui est fondateur de l'Institut IGI, qui est un institut de recherche par des praticiens, un centre de formation et développeur de l'outil holacratique dans le monde, et également, surtout, créateur du management constitutionnel. Alors, sachez que, comme d'habitude, vous disposez dans la barre de menu au centre d'un bouton QR pour pouvoir poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble. Et si jamais vous nous regardez depuis LinkedIn ou YouTube, vous pouvez faire de même dans les commentaires. On prendra toutes les questions. Alors, le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, qui est publiée dans Be a Boss, qui s'intitule De la tension dynamique au leadership de chacun. Et donc, on va voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard Marie? Ouais, ravi de plonger sur ce sujet qui est vraiment très profond, puisqu'on parle de tension dynamique. Ce sera l'occasion de préciser ce que c'est. Et puis, et surtout, le sujet qui nous tient le plus à cœur, en tout cas à l'Institut AGI, puisque c'est ancré dans notre raison d'être, la notion de triangle créateur de valeur plutôt que le triangle de Karpman. Alors, tout de suite, première question. Marie, tu parles de tension dynamique dans ta tribune, c'est même le titre, hein, de la tension dynamique au leadership de chacun. Et du coup, mes questions, c'est tout d'abord, c'est quoi en fait une tension dynamique et en quoi une tension peut-elle être dynamique et c'est quoi le rapport en fait avec le leadership? Ouais, super question. Du coup, pour donner un peu de contexte, j'ai piqué là, de l'expression tension dynamique, parce qu'en holacratie, on ne parle pas de tension dynamique, on parle de tension tout court. Ce qui d'ailleurs est un problème, parce que peu de gens comprennent ce que c'est réellement qu'une tension. Et il y a un type, un monsieur qui a fait sa quête de vie sur la question de comment sortir, est-ce qu'il est possible de sortir du triangle de Karpman, vous savez, ce fameux triangle avec victime, donc il y a un sauveur et un persécuteur, donc créateur de malheur pluriel. Et cette personne s'appelle David Emerald et a écrit un livre très puissant, justement, qui s'appelle The Power of TED. En français, ça donnerait la puissance de TED. Et TED, ça veut dire The Empowerment Dynamic, la dynamique d'empuissancement. Et du coup, dans ce livre-là, il parle de dynamic tension, il parle de tension dynamique. Alors, en fait, pour expliquer en deux mots ce que c'est, selon David, cette notion de tension dynamique, euh, il, euh, il part du principe que selon l'état intérieur, selon mon état intérieur, mon orientation, mon comportement va être très différent lorsque je vais être confronté à ce qu'on pourrait appeler des problèmes. Je vais prendre un exemple. Et du coup, je prends l'exemple c'est d'actualité puisque l'été approche. Et aujourd'hui, je monte sur ma balance et je me trouve un peu gros. Tous les jours, je fais ça. Je monte sur ma balance tous les matins. Mais là, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Je trouve que j'ai une surcharge pondérale, comme on dirait de manière pudique, ou une élégance, une obésité élégante, comme diraient d'autres personnes que je connais. Ça, c'est un clin d'œil à un client. Et, euh, et du coup, ça me met en tension, ça me crée de l'anxiété par rapport à ce problème que j'observe. Et du coup, je vais chercher à réduire mon anxiété. Ça me donne l'énergie nécessaire et suffisante pour entreprendre ce qu'on appelle un régime. Et donc, je me mets à faire mon régime. Évidemment, quand je fais mon régime, je fais attention à ce que je mange, je bois au resto, je ne bois plus d'alcool, etc., etc., etc. Et assez rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, mon poids diminue et je commence à avoir des feedbacks de mon entourage, des personnes qui me disent, waouh, t'as maigri, t'es mince, t'es bien, tu rajeunis, etc., etc. Et au fur et à mesure que j'entends tous ces messages de feedback, mon anxiété en premier lieu qui avait été créée par l'affreux chiffre que j'avais vu, pourquoi j'avais déconné comme ça sur la balance, eh ben mon anxiété s'estompe jusqu'à disparaître. Mais comme c'était mon moteur, puisque j'ai agi en réaction par rapport à cette anxiété, du coup, j'ai arrêté mon régime. Et après, vous connaissez la suite. Ayant arrêté mon régime, effectivement, je reprends mes bouffes avec les copains, un peu d'alcool, bon vin, je suis assez fan de ça. Et puis, je reprends du poids. Et donc, je n'ai rien traité. Je n'ai pas traité mon problème de surpoids, tout simplement parce que je n'ai traité, je n'ai cherché inconsciemment que à diminuer mon niveau d'anxiété. Mon niveau de stress qui m'avait été occasionné par cette vision apocalyptique de mon poids sur la balance. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que si mon orientation, c'est de la réaction par rapport à un problème, et je suis dans mon état intérieur, c'est de l'anxiété et du stress, à ce moment-là, je ne résous rien du tout. Je cherche à réduire dans l'inconscience la plus totale. Je pourrais dire que je traite mon problème, en fait, je ne le traite pas. Je réduis mon niveau d'anxiété et ça ne traite pas durablement le problème. Et du coup, l'idée, c'est ce que propose David. Et puis l'idée, c'est de dire, ben,
plutôt que de réagir par rapport à un problème, il serait plus important de pouvoir changer mon état intérieur. Et pour changer mon état intérieur, je passe de problème à vision. Soit je regarde le problème sur charge pondérale, soit je pose une vision. Et c'est ce que j'ai observé. Alors ça m'a tout de suite résonné parce que moi, je fonctionne comme ça et la plupart des entrepreneurs fonctionnent comme ça. Dans les entreprises, la plupart des gens que je rencontre, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ils réagissent par rapport à ce problème. Et puis, je remarque qu'il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Très souvent, ce sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ne réagissent pas par rapport au problème. En fait, ils sont la tête dans les nuages, centrés, obsédés par une vision créatrice, par quelque chose, un idéal qui les habite d'ailleurs depuis qu'ils ont créé cette entreprise, parce que c'est rien d'autre que l'énergie source. L'énergie source, en fait, cette orientation, cet idéal, ce futur, ce potentiel créateur de valeur qui aspire à être. Et le fait donc qu'ils ne sont pas du tout dans le même état intérieur. Ils n'ont pas du tout la même orientation interne. Et du coup, au lieu d'avoir un état intérieur qui est du stress ou de l'anxiété, ils ont un état intérieur qui est plutôt de l'ordre de la passion. Et que du coup, les choses derrière ne se font pas de la même manière. Ils ne sont pas en mode réactif par rapport à une anxiété. Ils sont en mode de création, créatif, par rapport à une passion. Et ils se mettent en mouvement de façon créative, pas à pas, vers cet idéal qui peut bouger dans le temps, ce n'est pas un problème. Et donc, en fait, tout est une question de posture. Donc, on peut, quand on est un être humain, lorsqu'on rencontre un problème, on peut avoir deux attitudes. Une attitude qui ne réglera rien, qui ne créera aucune valeur et qui ne traitera pas les choses durablement, qui ne va pas progresser les choses durablement. Et puis, une autre attitude qui est centrée sur cet idéal, cette vision qui aspire à être, qui me donne un état intérieur de passion, de constructivité, pas du tout la même énergie intérieure, et qui me permet d'avancer. Et on retrouve ça dans le triangle de Karpman, parce que lorsqu'on est focusé sur l'anxiété et le stress, en fait, on se met en victime de la situation. Je suis en victime de la situation. Et lorsqu'on est au contraire centré sur l'idéal, on vient dans une posture de créateur, on n'est pas dans le triangle de Karpman. Voilà pour introduire. Oh, merci beaucoup, Bernard-Marie, pour ce premier élément de réponse. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à voir l'entreprise comme tu l'as décrit comme un être vivant? Tu reviens souvent à ce concept-là, comme quoi l'entreprise est un être vivant. Et comment est-ce que au final, tu en es arrivé à 6 territoires et comment reconnaître une tension que tu dis organisationnelle? En quoi elle est différente du coup d'une tension personnelle ou même d'une tension interpersonnelle? Et du coup, si je m'implique dans mon travail, est-ce qu'elle peut pas être personnelle dans l'organisation? Ouais, c'est là où je perds beaucoup de monde en général quand je raconte ça. Et j'essaie de m'améliorer. C'est très ancien chez moi. C'est viscéral ce truc-là. Et c'est viscéral. Je relus la bande dessinée qu'on a publiée il y a longtemps maintenant, il y a 10 ans. Et je l'écrivais là. C'est le premier chapitre. C'est le changement de paradigme. Et c'est basé sur ma propre expérience. Enfin, je parle de façon que je tire des leçons de mon expérience et ma façon de fonctionner depuis tout petit, pas à partir de bouquins. Et dès le début de l'Institut AGI, j'étais centré là-dessus. J'avais la conviction que quoi qu'on puisse faire pour améliorer les conditions de vie des personnes, etc., faire qu'ils soient meilleurs que ce qu'ils sont, qu'ils puissent s'empuissancer, eh bien, en fait, tout est à faire. Bien sûr, il y a le coaching, bien sûr, il y a la médiation, et bien sûr, il y a la thérapie et plein d'autres choses. Mais profondément, j'ai compris, je vais donner un exemple, j'ai compris qu'en fait, il y avait autre chose. Et cette autre chose qui n'est absolument traitée par personne, ni les consultants, ni les coachs, ni quoi que ce soit. Et cette autre chose, c'est le contexte. Le contexte. Et qu'on était assez peu outillés pour travailler sur le contexte. Je vais prendre un exemple. Dans une entreprise qu'on a accompagnée en 2011, grosse entreprise, il y avait un comité de direction. Dans ce comité de direction, il y avait du fritage. C'est pour ça que j'ai connu ça, parce qu'en fait, on m'a appelé pour faire une médiation. Il y avait du fritage et des tensions dites interpersonnelles. On verra que c'est plus compliqué que ça, entre la production et le commercial. Bon, ça, c'est secret de polichinelle. Dans toutes les entreprises, il y a des frictions et des tensions entre ceux qui font le commerce et ceux qui produisent. Et ceux qui font le commerce vendent toujours des choses que la production, etc., ne sait pas faire. Enfin, il y a toujours des décalages. Enfin, c'est ceux qui ont pratiqué ça. Et j'étais fasciné parce qu'ils m'ont fait venir pour faire une médiation. Je déroule le processus, ce qui fait qu'ils ont rétabli en 3 heures de temps un contexte de communication qui était juste inimaginable, inenvisageable 3 heures plus tôt. Donc, et puis 2 mois plus tard, il me rappelle. Donc, pour les mêmes choses, les mêmes raisons, le même processus. Donc, je l'ai fait parce que je suis un bon gars. Et puis, j'aurais dit, bon, moi, je ne reviens pas. Je ne vais pas passer ma vie à venir vous voir tous les 2 mois, vous prendre de l'argent pour faire la même chose. J'ai autre chose à faire sur Terre.
En fait, du coup, ça m'a invité à creuser. Et ce qu'il n'avait pas vu, et que moi, je n'avais pas vu non plus, mais que du coup, je leur ai montré, je leur ai envoyé, c'est qu'en fait, ces problèmes-là, eux, ils mettaient ça sur le compte des relations entre le directeur commercial et le directeur de la production. Et en réalité, ils en étaient à leur troisième directeur commercial. Donc, ils l'avaient viré à chaque fois. Et puis, mais ils ne se sont pas rendus compte que le problème, il était chronique. Ça n'avait rien d'interpersonnel. Ce n'était pas lié aux personnes. Puisque ça se répétait systématiquement, de façon chronique. Ils en étaient au troisième directeur commercial qu'ils allaient user. Et donc, pour moi, c'était évident. Je ne sais pas l'expliquer mieux que ça. C'est évident pour moi qu'il y a autre chose qui se joue que les problèmes le système individuel et le système collectif. Il y a autre chose qui se joue que les êtres humains, évidemment, puisque ce n'était pas une question d'êtres humains, c'est une question de contexte. Dans ce contexte-là, tu peux mettre n'importe quel directeur commercial, tu peux mettre n'importe quel directeur de production, tu auras toujours le problème. Donc, ce n'est pas un problème d'homme et ce n'est pas un problème de relation entre les hommes. Du coup, je prends cet exemple, j'en ai plein d'autres. Pour moi, c'était évident que quand tu rentres dans une entreprise, il y a un système, on va dire un système, il y a un contexte. Il y a un système, moi j'ai parlé de matrice dans la BD, une matrice qui est vivante et qui agit sur les comportements, qui a une influence sur les comportements des êtres humains et qui n'est pas humaine. Il y a quelque chose d'autre. Donc, habituellement, on parle toujours des territoires, des deux territoires, il y a l'individu et puis il y a le nous, le système individuel et le système collectif. Ben moi, j'ai rajouté un troisième système qui est la réalité de ce que je viens de dire. Ce troisième système, on peut l'appeler entreprise, on peut l'appeler système, on peut l'appeler matrice, on peut l'appeler contexte. Ce système-là n'est pas humain, mais il a une influence sur les humains. Et du coup, pour moi, c'était, voilà, j'ai cheminé, je ne sais plus comment, parce que c'est vieux ça. Et pour moi, c'est arrivé comme une évidence que ce troisième système, qui n'est pas de l'ordre de l'espèce humaine, mais bon, c'est pas fou de dire ça. La vie, elle n'est pas que humaine, il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. Si l'être humain disparaît, bon, ce n'est pas la vie qui va disparaître. Donc, revenons, prenons un peu de recul. Ce n'est pas dramatique en soi, pour la vie en tout cas et pour la planète Terre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'abus de langage. Quand on parle de système écologique, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand on parle d'écologie, il y a un modèle mental qui fait clairement apparaître que les gens considèrent qu'il n'y a que l'humain sur Terre. Donc, pour moi, c'est évident qu'il n'y a pas que les humains sur Terre et c'est vrai pour les entreprises. Et du coup, je suis arrivé effectivement, donc pour répondre à ta question, à voir l'entreprise comme un être vivant non visible. Un être vivant non visible. Alors, en plus, je rajoute non visible. Mais bon, que ce soit dans le système individuel ou dans le système collectif, on commence à être habitué à la notion d'invisible, de non visible qu'on ne voit pas, comme les croyances, les ressentis. Beaucoup de gens parlent des valeurs, la culture, tout ça, on commence à être habitué. D'ailleurs, on travaille, les coachs, les consultants travaillent sur ces sujets-là. Bon, donc, on n'est plus à ça près. Donc, l'invisible peut rentrer à notre table de travail. Et du coup, ce troisième système qui est l'entreprise, eh bien, qui est invisible, qui n'est pas d'ordre humain, est un être vivant. Et d'ailleurs, l'entreprise, d'un point de vue juridique, c'est une personne morale. Il y a bien le mot personne, donc ce n'est pas complètement déconnant. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à… D'une part, ça fait longtemps que j'ai la conviction qu'il y a autre chose qui nous dépasse, qui est cet être vivant. Et d'ailleurs, si vous connaissez les principes sources, on arrive à la même chose. Hein, les principes sources, l'énergie source, elle n'est pas humaine non plus. Bon, donc il y a plein d'approches, plein de perspectives. Je crois que je vais écrire une tribune rien que sur ce sujet-là pour développer plusieurs perspectives, parce qu'on pose trop souvent la question. Et puis, du coup, quand on a dit ça, puisqu'il y a trois systèmes, il y a trois types de tension. Le mot tension est un mot qui n'est pas connu, comment dirais-je, pas bien habité, pas bien défini. Le champ sémantique est beaucoup trop large. Effectivement, à titre personnel, je peux avoir des tensions. Je peux avoir un problème avec ma femme, je peux avoir un problème avec mon banquier, je peux avoir mal au dos. Donc, j'ai des tensions personnelles. Puis, j'en fais ce que je peux. Bon, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à régler. Et puis, ensuite, je peux avoir des tensions avec quelqu'un d'autre. J'ai des tensions interpersonnelles. Là, je suis dans le deuxième système, le système collectif, le nous. Je peux, je m'entends bien avec un tel, je ne m'entends pas avec un tel. J'ai mes têtes, quoi. C'est le deuxième système. Tension interpersonnelle. Et puis, maintenant qu'on a un troisième système, alors du coup, ça ouvre la porte pour une troisième type de tension. Des tensions organisationnelles. Tensions organisationnelles, parce qu'elles ne sont pas personnelles, elles ne sont pas interpersonnelles, elles concernent l'organisation. Concrètement, pour ceux qui pratiquent l'holacratie, lorsque vous êtes affecté à des rôles, ou d'autres systèmes qui utilisent des rôles, avec la même distribution de pouvoir, à passer de pouvoir à l'autorité, eh bien, pour ceux qui pratiquent ça, lorsque je ressens, dans l'exercice de mon rôle, lorsque je ressens une tension qui limite mon rôle, c'est-à-dire qui limite son pouvoir créateur de valeur,
J'appelle ça une tension organisationnelle. Pour vérifier, pour savoir si tu as une tension organisationnelle ou pas, c'est facile. Tu te poses la question ou tu te fais poser la question. La tension que tu viens de nous exprimer, elle limite lequel de tes rôles? En quoi elle limite ce rôle? Est-ce que c'est la raison d'être? Est-ce que c'est la redevabilité? Et puis, deuxième question, est-ce que tu peux me donner une situation concrète, passée ou présente, dans laquelle tu as ressenti cette limitation de rôle? Si la personne sait répondre clairement aux deux questions, alors on a affaire à une tension organisationnelle qui n'est ni une tension personnelle, ni une tension interpersonnelle. Et du coup, cette tension-là, en fait, c'est une tension vivante de l'entreprise. Il faut comprendre que quand je dis que l'entreprise est un système vivant, je fais référence. La plupart des gens disent les entreprises sont vivantes, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un niveau de surface, c'est poétique, mais c'est très joli. Mais quand je dis que le système est vivant, je dis que le système obéit à la façon dont fonctionnent les systèmes évolutionnistes. Et pour évoluer, un système biologique doit posséder les 4 attributs suivants. Donc, ce n'est pas du tout poétique. Il doit posséder les 4 attributs suivants. Premier attribut, il doit avoir un code, le code ADN. Alors, en holacratie, le code ADN, c'est le rôle. Et le rôle n'est pas une personne. Le rôle fonctionne avec une personne, elle a besoin de l'énergie d'une personne, mais ce n'est pas une personne. C'est le code ADN et c'est en fait une cellule du corps de l'organisation qui est cet être vivant. Donc, on rend explicite, on fait passer de l'invisible au visible le corps de cette entreprise vivante, si vous me suivez dans mes délires. Et du coup, on a maintenant une structure visible du corps de l'organisation. Le deuxième attribut, c'est qu'il faut un moyen d'expression du code. Ben, en fait, l'affectation au rôle, c'est les rôles. Le travail opérationnel qui est fait à partir des rôles, c'est un moyen d'expression du code. Les systèmes évolutionnistes indiquent aussi qu'il y a une troisième fonction qui est la fonction fitness. La fonction fitness, c'est la fonction de survie pour tester le code. Ben, en holacratie, on a ça. Quand je ressens une tension organisationnelle, celle que je viens de vous présenter, c'est exactement la fonction fitness appliquée au code, c'est-à-dire appliquée au rôle. Et puis, le quatrième mécanisme qu'il faut avoir, dont sont dotés tous les systèmes biologiques vivants, c'est un mécanisme pour faire varier le code, pour lui permettre de s'adapter, indépendamment de nos êtres humains. Ben, on l'a avec holacratie, ça s'appelle la réunion de gouvernance. Réunion de gouvernance dans laquelle je viens, moi en tant que… Je viens parce que j'ai un rôle, ou plusieurs rôles, je viens exposer ma tension et surtout la transformer en évolution de la structure. Je fais varier la structure, je fais varier le code de l'organisation. Donc voilà, et c'est vrai, c'est ça que je veux dire quand je dis le système vivant. Donc ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas poétique, ce n'est pas des mots utilisés à peu près, il y a un fond, il y a un vrai contenu. Souvent, les gens me disent oui, bah, dans nous aussi, on est une organisation vivante, on est en matrice. Ouais, mais ils sont en train de me parler du système 2. On est en matrice, c'est une façon d'organiser les personnes, etc. Mais ça ne parle pas du tout du sujet que je suis en train d'évoquer. Quand je parle de système vivant, je parle de système vivant. Et donc, je le prouve avec ces quatre mécanismes. Bon, et on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais bon, en tout cas, voilà, là-dessus s'appuie tout ce que je peux raconter. Et donc, pour répondre à ta question de comment je suis arrivé au 6 territoires, ben voilà, les 3 systèmes, individu, collectif et entreprise, ça en fait 3. Et puis, il y a la partie visible et il y a la partie non visible. Et vous savez comme moi que le visible est toujours plus puissant l'invisible, pardon, est toujours plus puissant que le visible. C'est pour ça que si on s'adresse au 3e système, le fait de rendre visible le code va permettre ensuite d'accéder aux tensions. Et c'est par le biais des tensions organisationnelles ressenties par les personnes au titre de leur rôle qu'on va pouvoir faire évoluer la partie visible de l'iceberg. Mais du coup, ça amène une autre question qui est au final, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes pour qu'elles changent de façon de faire? Parce que là, ce que tu présentes, c'est quand même un grand changement. Du coup, qu'elles passent d'un mode, au final, de réaction à un problème à un mode de création à partir d'une tension. Et du coup, c'est quoi une tension au final? Est-ce que tu aurais un exemple concret peut-être à nous fournir? Ouais, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que là, alors là, pour le coup, on est sur l'humain et on est sur une question de fond qui mérite de s'outiller. Bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on pourra en faire une session là-dessus. Comment on aide les gens à changer d'habitude? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les entrepreneurs, ils l'ont déjà. Moi, j'ai plutôt ce réflexe-là d'être en mode créatif, proactif et toujours la tête dans les nuages. En même temps, je suis face à la réalité. Donc, j'ai ce mode-là. Et du coup, j'ai eu du mal à me rendre compte de ça. Et je ne comprenais pas pourquoi la plupart des gens, en fait, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas que je suis plus intelligent, pas du tout. C'est qu'on a des modes de fonctionnement différents. Et donc, la question de fond, c'est comment on aide, je suis tenté qu'ils aient envie, hein, mais à supposer qu'ils aient envie, comment est-ce qu'on les aide à adopter de nouvelles habitudes? Ça, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est la même question que comment on fait pour aider les gens à ne plus tomber dans le triangle de Karpman. C'est chaud.
triangle de Karpman, c'est l'enfer sur Terre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer au paradis? Un peu de poésie, ça fait un peu bien. Eh bien, si on s'intéresse à la question, donc répondre à la question que tu poses, c'est répondre à la question des changements d'habitude. Et pour traiter la question des changements d'habitude, il y a toute une théorie derrière. Et souvent, je ne vais pas développer ça rapidement, je vais vous donner un exemple et faire tout de suite pour comprendre. Mais ça passe par des nudges, ça passe par des mécanismes. On ne peut pas changer d'habitude facilement, surtout qu'on nous demande de changer d'habitude tout le temps, sur plein de choses. Et du coup, ça passe par ces mécanismes qu'on appelle des nudges. Le nudge, je vous rappelle, c'est un mécanisme qui fait que, sans que tu t'en rendes compte, de façon inévitable, et sans que tu t'en rendes compte, tu vas adopter ce nouveau comportement. Alors, il peut y avoir des nudges malsains et des nudges sains. On va parler de nudges sains. L'exemple le plus concret, c'est quand tu vas aux toilettes, quand si tu es un homme et tu vas aux toilettes, souvent dans les urinoirs ou en pisse debout, il y a une mouche au fond du urinoir, une mouche en plastique. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, donc ça date d'Amsterdam, on a remarqué que quand il y a une mouche au fond du urinoir, les mecs, bon, c'est les avantages et les limites des mecs, eh ben, ils pissent droit. Parce qu'avant, ils avaient une fâcheuse tendance à pisser à côté. Et ce qui était embêtant, ça coûtait beaucoup de coûts d'entretien. Et ça, c'est la source. C'est parce que ça démarrait dans un aéroport, ils se sont remarqués qu'il passait beaucoup d'énergie et d'argent dans l'entretien des. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce nudge-là. Il y a d'autres nudges, il y en a plein, il y a toute une théorie des nudges, même dans les systèmes politiques, pour la campagne de vaccination, etc. Ils ont utilisé des nudges, ça commence à être connu. L'autre nudge, c'est tu veux forcer les gens à ralentir quand il y a des passages pour piétons, il y a une façon de les peindre qui font que ça te donne l'illusion d'avoir des passages pour piétons en 3D. Alors, quand tu ne connais pas le truc, parce que si tu connais le truc, tu sais, mais quand tu ne connais pas le truc, bah, tu as vraiment l'impression d'avoir les passages pour piétons en 3D, donc tu ralentis. Bon, il y en a plein de nudges, c'est juste pour raccrocher ça. Bah, là, en holacratie, le nudge, c'est la tension. Une tension est un nudge. Et puis derrière, il y a plein de mécanismes qui rappellent. Alors, je prends un exemple concret peut-être que j'ai déjà développé dans la vidéo, donc je vais être rapide, peut-être, je regarde. C'est l'exemple, peut-être pour vous référer, je vais le faire court, mais si vous une version plus longue, Louis, je ne sais pas si tu as mis la vidéo, mais on a une vidéo où j'ai développé ça. Oui, donc, c'est dans une usine, dans une industrie, et il y a un opérateur de machine qui arrive, ils font les 3-8, il arrive le matin, à 6 heures du matin, c'est l'horaire, et puis il arrive devant son poste de travail, et puis il se rend compte qu'il y a, en fait, il n'y a pas les outils. Parce que bon, c'est pas tout n'est pas automatisé, donc il y a des outils, et il n'a pas ces outils, il a besoin de ces outils pour travailler. Et surtout qu'il a beaucoup de travail, donc il a lui, il a sa tension, méga problème en fait. D'ailleurs, ça se voyait, il était tout rouge, il était furieux, il était émotionnellement chargé, comme dirait l'autre. Et du coup, il a pété un câble, il s'est renseigné évidemment en traitant de bons oiseaux, celui qui avait laissé le poste de travail dans cet état, la fin de la dernière équipe, donc l'équipe de nuit. Donc, il avait un problème. Du coup, là, ce type-là, il était en mode réactif grave. Surtout qu'en plus, il était chargé émotionnellement et ça va souvent ensemble. Donc, il voulait réduire son stress. Une façon de se réduire son stress, c'est d'aller poser une politique. Ouais, je propose que tout le monde applique la politique, comme celle qu'on trouve dans les toilettes d'ailleurs, c'est la même, de rendre à la fin de l'usage, de rendre l'outil de travail comme dans l'état dans lequel il était quand il est arrivé. C'est des trucs qui voilà. Bon, il ne pouvait pas faire mieux parce qu'on sait très bien que je sais très bien que dans les entreprises par expérience, ça ne marche pas, ça. Alors, du coup, il était là, je lui ai demandé s'il voulait que je coach. Il m'a dit oui. Donc, évidemment, il y a une première étape où j'ai d'abord, je me suis acharné, j'ai passé un peu de temps et d'énergie pour lui permettre de redescendre en tension, donc, par des écoutes actives, peu importe, il y a plein de systèmes, pour qu'il baisse en tension, il y avait trop d'énergie là. Et puis ensuite, je l'ai accompagné. Et je lui ai dit, tu as un problème là. C'est un problème le fait qu'il n'y ait pas les outils. Mais oui, c'est un problème. Mais si tu utilises, je lui ai dit, si tu utilises le mot problème, c'est parce que tu considères que c'est un frein à quelque chose. S'il n'y avait pas de frein, si ce n'était pas un frein dans ta vie, tu ne parlerais pas de problème. Donc, il y a un frein. Et donc, ma question suivante, c'est, il y a un frein à quoi? Il y a un frein à quoi? Il y a un frein à quelque chose que tu vises, dont tu es parfaitement inconscient, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a un frein par rapport à ce qui pourrait être. Il y a un frein par rapport à un idéal. Ça serait quoi l'idéal pour toi dans cette situation?
Là, il réfléchit un instant, il était un peu embêté parce que l'idéal dans l'entreprise, il ne connaît pas. Il a un champ de croyance qui fait qu'à titre personnel, on ne rêve pas dans l'entreprise. C'est sûr, quand tu vas à l'atelier, tu n'as vraiment pas envie de rêver. Et puis, comme on était tous les deux tout seuls, et puis je me suis engagé à la confidentialité, que ça ne serait répété à personne, il s'est lâché. Ben, écoute, il me dit, il s'appelle Pascal, il me dit, Bernard-Marie, ce dont je rêve, c'est d'avoir un atelier toujours propre, bien rangé, et feng shui. Il a utilisé le mot de feng shui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le feng shui, il appliquait ça dans son pavillon, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Et donc, voilà. Et donc là, il a exprimé un idéal qu'il n'osait pas, dont il n'avait pas la conscience. Il était scotché en mode réactif par rapport à son problème. Et là, il s'ouvre un idéal. D'ailleurs, je le vois à son visage, il y a la lumière qui arrive à l'étage, il se détend, il s'ouvre, et il me dit, voilà, voilà mon idéal. Bah, je lui dis, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une tension. De la main droite, tu tiens l'idéal. Ton atelier propre, bien rangé et feng shui. Tu le tiens bien, hein? Oui, oui. Et de la main gauche, regarde la situation réelle. Il n'est pas propre, pas rangé, ton atelier. En plus, les outils ne sont pas rangés. Tu tiens les deux en même temps. C'est la clé de l'attention. Dynamique. Tu tiens les deux en même temps. Généralement, les gens sont soit dans la lune, ils planent, ils sont là. Je trouve ça dans. Je sais pas. Ils sont hors sol complet. Ou alors, soit ce sont les gens, ils réagissent par rapport à la situation difficile, voire très difficile, voire merdique dans laquelle ils sont. Et là, en fait, la notion de tension, vous voyez, c'est pas rien. Hein. Une tension, c'est l'invitation à apprendre, c'est un geste à apprendre de tenir les deux bouts en même temps. Et quand tu tiens les deux bouts en même temps, tu tiens deux polarités. C'est pour ça qu'on utilise le mot de tension. Parce que c'est le même usage qu'en électricité. En électricité, tu as bien la puissance qui vient des deux polarités différentes, c'est une tension. Et, donc, voilà la tension. Et ce qui est frappant de voir, c'est qu'en fait, les êtres humains, je ne vais pas les réduire à ça, mais ils fonctionnent comme des piles électriques. Quand tu les branches sur les deux polarités, l'énergie qui les habite intérieurement, et c'est automatique, ça se voit accompagné des gens, ça se voit, l'énergie des personnes, c'est l'énergie de création. On n'est plus dans le pathos, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans la création. Et du coup, voilà, on a fait le plus dur. Ça répond à ta question, c'est que cet accompagnement, il permet d'aider quelqu'un à basculer d'un mode réactif par rapport à un problème à un mode créatif par rapport à une tension. Mais ça passe par la compréhension. Mais là, c'est l'expérimentation de ce que c'est qu'une tension. Tu ne peux pas l'expliquer mentalement, il faut l'accompagner, il faut qu'il le vive. Et une fois qu'il a la tension, c'est hyper facile. Maintenant, tu lui dis, bon, bah, imagine que qu'est-ce que tu pourrais prendre comme prochain pas, comme prochaine action que tu pourrais faire toi-même pour avancer vers cet idéal. Ne cherche pas à atteindre l'idéal, on s'en fiche. Même s'il est inatteignable, ce n'est pas très grave. Ce qui nous importe, c'est la mise en mouvement. Il y a la première action qui lui est venue immédiatement, il faudrait acheter des meubles de rangement. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de meubles de rangement. Donc, la probabilité que les outils soient rangés est égale à zéro puisqu'il n'y a pas de meubles. Bon, ce n'est pas parce que tu achètes des meubles de rangement que les outils vont être rangés, on est d'accord, mais il y a plus de chances. Donc, l'action n'est pas idiote. Et donc, ça a été lancé, cette action d'acheter des meubles de rangement. On se demande pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Elle a été lancée, c'était rapide, ça ne peut pas poser de soucis. Puis après, il réfléchit à une deuxième action et puis il me dit, écoute, Bernard-Marie, quand je t'ai dit, je t'ai osé te dire, j'ai osé rêver que mon idéal, c'était d'avoir un atelier Feng Shui, tu m'as rajouté, ça ne m'étonne pas, tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Dans des environnements sains, les êtres humains ont les mêmes besoins. Eh bien, du coup, je voudrais bien que tu vérifies avec mes collègues si c'est vraiment vrai pour eux aussi. Et je ne veux pas le faire parce que je veux pas passer pour un abruti. Mais est-ce que tu pourrais vérifier pour moi que les autres ont le même intérêt pour le fait d'avoir un atelier qui soit propre, bien rangé? Donc, je me suis exécuté et puis, première pause, j'ai discuté de manière informelle sur ce sujet et on s'est rendu compte tout de suite que tout le monde avait le même besoin. Tout le monde rêvait de la même chose. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on est passé de quelque chose qui était individuel, une tension individuelle, à une tension collective, dynamique et collective. Et du coup, l'ensemble du groupe, pas seulement la personne, l'ensemble du groupe s'est mis en mouvement, action après action, en visant un objectif probablement inatteignable, vu l'état de l'atelier. Moi, j'y crois pas, il faudrait que j'y retourne. D'améliorer les choses pour aller vers cet idéal. Donc, cet idéal leur a permis de poser pas à pas des actions. Et donc, voilà l'exemple. Pour répondre à ta question, je ne peux pas faire mieux que ça, parce que c'est ce qu'on fait, nous, des entreprises. Après, on peut un peu industrialiser, etc. On a des modules de formation là-dessus, bien sûr. Mais voilà un exemple concret et de la façon dont on peut accompagner les personnes pour passer d'un mode réactif, de réaction à un problème, à un mode de création à partir d'une tension, et en même temps qu'ils comprennent ce que c'est que la tension, parce qu'il y a plein d'autres sociétés que je connais qui pratiquent la holacratie, toujours pas compris ce que c'est qu'une tension.
Oh, merci beaucoup Bernard-Marie pour ça. Bon, c'est là où on arrive un peu à la partie frustrante. Merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. Sachez qu'on organise régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu toutes les 2 semaines, le jeudi matin de 8h30 à 9h, avec pour le prochain thème d'ici 2 semaines, du coup, sortir de nos croyances limitantes. Alors, merci beaucoup Bernard-Marie. Je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Oui, bah, également un peu de frustration parce que il y a plein de choses à dire et j'ai été obligé de me limiter. Pour finir, je voudrais que l'enjeu de la tension dynamique, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Il y en a d'autres enjeux, il y a le followership, etc., mais c'est vraiment essentiel en matière de leadership. Et c'est vraiment intéressant comme concept parce que ça rejoint exactement la notion de raison d'être évolutionniste, raison d'être évolutionnaire, pas comme vous le dites, et ça rejoint aussi la notion d'énergie source. Et donc, ça rejoint aussi l'énergie de la responsabilité. Tous ces sujets-là, c'est la même famille, c'est très, très proche. On peut les relier assez facilement. Donc, c'est une question d'énergie. Et donc, la performance et la capacité à créer du potentiel de valeur, ça passe par l'énergie, mais pas n'importe quelle énergie. L'énergie, elle est positive, créative, ou elle est réactive, négative. Et les résultats sont vraiment différents. Merci à tous et passez une excellente journée. Au plaisir et à dans 2 semaines. Au revoir.